Bien, bonjour à tous, bienvenue donc à cette Assemblée Générale 2014 de Solidarité Progrès. Donc 2014, c'est une année un peu spéciale puisque donc il y a 2 ans, en 2012, on était sur Mars, en 2013, on était sur la Lune, et cette année, on est sur une comète. Voilà, je ne sais pas si il y a beaucoup de gens là dans la salle qui sont sur une comète aujourd'hui. Levez la main. Qui est sur une comète? Ouais, quand même, il y en a qui. Non, parce qu'en fait, voilà, on a posé, disons, un robot sur une comète à 500 millions de kilomètres d'ici. C'est un travail de l'Europe en grande partie. La vraie Europe, celle qu'on aime, pas l'Europe de Bruxelles, l'Europe de l'austérité. C'est, disons, une Europe qui se pose des défis à long terme et des défis intelligents et qui les relève. Donc ça, c'est, voilà, je voulais vraiment commencer en partageant la joie de tous ces scientifiques, ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont rendu ça possible. Si on regarde, si on imagine un peu ce que ça veut dire, c'est enfin, on a envoyé un bout d'écorce terrestre dans l'espace, faire des tours sur des lignes de force gravitationnelle. Comme ça, il a flotté. C'est des lignes invisibles hein, à l'œil nu. Il a flotté pendant 10 ans et il est arrivé, on a activé ce bout d'écorce terrestre à distance, à 500 millions de kilomètres. Et il a réussi donc à poser, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, enfin, je vous invite vraiment à aller regarder ces images où on voit vraiment le tout petit point ici qui arrive pour se poser. Il s'est posé exactement au bon endroit hein, qui était prévu, sauf qu'après il a fait un bond. Ça, c'était pas prévu. Il a fait 1 kilomètre de bond et il est allé se coller sur une falaise en faisant le poirier. C'est vraiment quelque chose de fou quand on y pense. Hein. L'humanité est vraiment folle, mais disons c'est la bonne folie, c'est la saine folie. Et si on regarde, disons, l'année qui s'est écoulée, enfin les 2 années qui sont écoulées, on a vu donc Rosetta, on a vu Curiosity sur Mars avec les Américains qui ont envoyé ça, et on a vu donc les Chinois qui ont envoyé Lapin de Jade sur la Lune. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de rentrer vraiment, si on continue dans cette direction, on est vraiment dans une nouvelle ère, une nouvelle époque vraiment de l'humanité où on commence à avoir une maîtrise relativement, disons, avancée de l'espace qui est la région basse du système solaire, en gros, juste en dessous de Jupiter. Et c'est quelque chose qui, vraiment, dans l'histoire humaine, est complètement nouveau. Et ça nous permettra de comprendre beaucoup mieux l'environnement dans lequel on est, le Soleil, comment il a formé ces planètes, comment la vie est apparue. Et ça peut permettre, justement, de comprendre comment nous, on va développer cette vie. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une révolution dans ce que j'appelle le relativement grand, et qui a son pendant, il faut vraiment le voir comme son pendant, la révolution dans l'infiniment petit, ou plutôt le relativement petit, puisque c'est encore plus petit que ça, qui est la science nucléaire. Donc c'est vraiment, disons ça fait tout juste 100 ans à peine, hein, enfin, quasiment un peu plus de 100 ans, qu'on connaît vraiment cet espace-là. Hein, c'est un espace qui n'est pas visible à l'œil nu, on l'a jamais vu au microscope, mais disons on a été obligé de l'hypothétiser, quoi. Et il faut qu'on maîtrise cet espace nouveau aussi. C'est la révolution qu'on doit faire en même temps que la révolution dans le relativement grand. Donc pour les pionniers disons, du nucléaire, ce qu'ils ont vu surtout, c'est surtout un cadeau de la nature. Ça faisait des milliers d'années quasiment qu'ils cherchaient cette chose-là, quoi. C'est-à-dire quand ils l'ont trouvé, ils ont dit voilà, enfin on a trouvé un truc qu'on cherchait depuis très longtemps. Et donc pour eux, ils ont pas trouvé ça antinaturel, quoi. Ils ont dit c'est plutôt un cadeau de la nature. Voilà. Alors là, je vais rentrer un peu dans des détails techniques. Ne paniquez pas. Euh, Puisqu'en fait, les premiers, enfin disons, l'idée c'est qu'un noyau atomique, c'est fait de protons, de neutrons. Les protons sont censés, c'est des charges positives, sont censés se repousser. Mais comme par magie, disons, on a l'impression qu'ils sont ensemble. Donc on appelle ça une force. Quand on ne sait pas ce que c'est, on dit c'est une force. Et cette force, donc là c'est la courbe d'Aston, qui montre qu'en fait cette force, en fait, elle est plus ou moins forte selon l'élément qu'on prend. Donc vous voyez que pour le faire, cette force de cohésion du noyau est plus forte que dans les autres atomes plus légers ou plus lourds. D'accord? Donc vous avez l'uranium là-bas, l'hydrogène ici et le fer au milieu. Donc ce qu'on voit, c'est que, en gros, pour faire simple,
un gros noyau, c'est un peu comme une grosse bureaucratie. Si jamais, en fait, c'est un peu pas très efficace des fois. Donc il faut la scinder en plusieurs disons, entités plus dynamiques pour pouvoir avoir disons, un noyau plus stable et pour pouvoir libérer de l'énergie. Ça, c'est la fission nucléaire. Pour la fusion, c'est plus l'idée d'une start-up qui doit regrouper, si vous voulez, ses compétences et pour pouvoir libérer, disons, une énergie supplémentaire. Ce qu'on voit sur cette courbe, en tout cas, et ce qui est un principe qui unit la fission et la fusion nucléaire, c'est que voilà, en fait, ce principe-là unit les deux, et on voit que la fusion libère quantitativement beaucoup plus d'énergie que la fission. Donc ça vient de là. Donc, ce qui est important, surtout dans le nucléaire, c'est que ça, disons, pour une petite quantité de matière, on libère une énorme quantité d'énergie. Et pourquoi c'est important? Parce que l'humanité ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ou pas seulement en tout cas. On a vu avec le chant, on est capable d'exprimer l'amour, mais on est aussi dépendant, disons, de ressources énergétiques. Et là, je vous ai mis la consommation énergétique mondiale. Et ma préférée, c'est plutôt l'énergie par habitant. Parce que quand on la voit comme ça, on a l'impression que ça grandit tout le temps. Mais si on la rapporte au nombre d'habitants, en fait, on a un palier. C'est-à-dire qu'on a arrêté de progresser dans les années 70 et on s'est stabilisé. Donc, normalement, un Européen ou un Américain, il consomme 2 fois plus que ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde qui ne consomment pas ce qu'il faut. Donc ça veut dire que cette quantité d'énergie, disons le saut qu'il va falloir faire, là vous voyez que ça monte un peu, là c'est les Chinois qui ont poussé. Cette quantité d'énergie, il va bien falloir la fournir. Et alors là je vais être un peu polémique, mais en tout cas, la fission nucléaire suffit. On n'a pas besoin de la fusion nucléaire si c'est juste pour avoir de l'énergie. Voilà, je casse un mythe. Pourquoi? Parce que, alors là je vous donne quand même un petit exemple pour qu'on casse un peu les illusions. C'est que si on prend la France et qu'on dit que le nucléaire représente 18% de l'énergie primaire, donc générale, c'est pas beaucoup, hein, mais si vous prenez la Chine et que vous appliquez 18% de l'énergie primaire, c'est 1200 réacteurs nucléaires. Donc si vous voulez, enfin, disons l'effort est assez conséquent à faire. Pour l'instant, à cause de Fukushima, ils ont arrêté à 58 réacteurs en 2020. Donc ils sont encore loin du compte et ils savent très bien en fait qu'ils vont devoir, disons, combler ce trou. Donc attendez-vous à ce que la Chine fasse des annonces prochainement qui vont aller dans ce sens-là. Peut-être pas jusqu'aux 1200 réacteurs parce qu'on peut sûrement faire moins, mais en tout cas ça va aller dans ce sens-là. Donc je disais, la fission peut suffire, mais pas avec les réacteurs actuels. Il faut absolument passer à des réacteurs de 4e génération. Donc là, je donne l'exemple, par exemple, du réacteur à neutrons rapides. Dans les réacteurs actuels, on utilise l'uranium 235, qui représente 0,7% de l'uranium naturel. Donc c'est pas beaucoup, hein. On n'utilise quasiment rien de ce qu'on extrait. Et l'uranium 238, qui est un isotope, donc c'est une autre forme d'uranium, c'est 99,3%. Donc évidemment, si vous commencez à dire on va utiliser cet uranium 238 là, c'est plus intéressant, et vous augmentez la ressource par 100. Donc comment ça fonctionne? Vous avez l'uranium 238 qui capte un neutron qui doit être rapide, sinon il ne le capte pas. Il se transforme en plutonium, qui est très dangereux, il ne faut pas rester à côté pendant trop longtemps. Et ce plutonium, lui, après, il va disons, fissionner, et c'est lui qui va libérer l'énergie. Donc avec ça, donc comme je disais, vous augmentez par 100 la quantité disons, de combustible disponible. Donc ça, il faut absolument qu'on le fasse très rapidement. Malheureusement, on a pris beaucoup de retard, notamment donc, en France. Le programme actuellement, c'est Astrid, qui est donc un réacteur qui sera normalement fonctionnel, ou du moins à peu près fonctionnel en 2020. Et les Indiens, eux, par contre, ils nous ont devancés, ils sont déjà en train de construire, là vous voyez la cuve en construction, voilà, d'un prototype de réacteur à neutrons rapides. Donc, non seulement ça permet d'avoir plus de ressources, donc pour le futur c'est assez important, et il y a cette idée que ça peut aussi avoir des températures plus élevées que ceux d'aujourd'hui. On est obligé d'avoir des réacteurs qui vont à 350 degrés
au lieu que, en fait, on pourrait beaucoup plus, mais c'est des contraintes techniques qui nous empêchent. Donc, la température, c'est aussi très important, parce que ça permet de remplacer, disons, toutes les réactions chimiques qu'on utilise dans l'industrie aujourd'hui se font à 550 degrés, voire 700 degrés. D'accord. Donc les Chinois, eux, ils ont un type de réacteur à haute température qu'ils sont en train de construire en ce moment. Là, ça ne se voit pas trop, mais c'est en construction, qui est un réacteur à lit de boulet qui pourra aller à 750 degrés. Donc c'est très important la question de la température, puisque c'est comme ça qu'on transforme la matière, c'est disons, en la chauffant et en la remodelant à notre envie. Donc là j'ai donné deux exemples, le raffinage du pétrole qui va jusqu'à 550 degrés, et les fours à induction, c'est-à-dire avec l'électricité qu'on génère, on peut aller dans les températures plus hautes, puisque on chauffe en fait des résistances, etc. Donc ça c'est ce qu'on a dans toute la métallurgie. Donc avec les réacteurs à neutrons rapides et les réacteurs à haute température, on remplace vraiment tous les types de processus industriels actuels. Donc voilà. Mais là aussi où la fusion est indispensable, par contre, voilà, disons que la fission ne résout pas comme problème, c'est le problème des matières premières. Parce que vous savez qu'on extrait des matières premières. Là, il y a des gens qui disent qu'on va épuiser les ressources, notamment en lithium dans 10 ans, il n'y en aura plus, en zinc dans 17 ans, l'étain, le nickel dans 50 ans. Donc ça, c'est par rapport aux ressources connues. Le temps que ça va, disons dans lequel on va épuiser la ressource. Alors en fait, on n'épuise pas une ressource, ça n'existe pas d'épuiser une ressource. Ce qu'on fait, c'est qu'on la concentre dans des objets. Donc elle n'est pas épuisée, elle est juste concentrée dans d'autres objets qui des fois finissent dans des décharges un peu n'importe où, mais qui sont nos prochaines mines. Vous allez comprendre pourquoi. Vous connaissez aussi les dégâts que ça fait. Donc voilà, vous avez le 7e continent de plastique au milieu de l'Atlantique. Alors le problème, c'est quoi? C'est que tous ces matériaux sont agencés dans des réseaux cristallins, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a imbriqué tout un tas d'atomes, donc le zinc, par exemple, là vous avez le chrome, le manganèse, le tungstène. C'est-à-dire que vous allez avoir avec le fer, 4 éléments différents qui vont être imbriqués les uns dans les autres. Donc vous n'avez plus accès en fait à votre ressource que vous appelez épuisée. En fait, n'est pas épuisée. C'est juste imbriqué tellement fort qu'on ne peut pas les reprendre. Donc là, il y a un exemple d'acier, des plastiques, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que on sait que quand on chauffe, donc par exemple on passe en liquide, c'est pour l'exemple des métaux par exemple, on a des métaux qui deviennent liquides, on peut les recycler, etc. Quoique, on peut chauffer de façon à brûler, donc on a des gaz, du CO2, des cendres qui se font, mais c'est pas en fait, ça ne nous permet pas de récupérer vraiment les éléments. Ce qu'il faut, c'est chauffer à plus de 10 000 degrés au moins pour obtenir ce qu'on appelle un plasma. Et un plasma, ça veut dire que toutes les molécules se dissocient et les atomes, les éléments, se retrouvent tout nus, sans leurs électrons et sans les autres atomes autour. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à partir de 10 000 degrés, et plus vous augmentez la température, et plus les molécules se dissocient. L'objectif de la fusion, c'est d'arriver à un minimum de 1 million de degrés. C'est vraiment l'objectif de l'humanité, là, dans les 50 prochaines années, c'est d'obtenir 1 million de degrés de façon, contrôlée. Alors j'ai mis un plasma, bon comme ça se voit pas, mais c'est le plasma du Soleil, c'est pour vous dire, voilà, c'est un exemple. Et on en a fait sur Terre quelques-uns avec les réacteurs à fusion actuels, qui sont encore des prototypes évidemment, mais on arrive en fait à créer ce type de plasma, donc c'est pas quelque chose qui est hors de portée. Et donc pour régler cette question des déchets, donc il y a la question de la torche à fusion, qui est que si on prend une réaction de fusion bien particulière, qui utilise l'hélium 3, vous voyez ici qu'on fabrique des protons, et qui sont donc à 1 million de degrés, puisque l'énergie est très très forte. Et ce qui est intéressant avec un proton, c'est que vous pouvez le canaliser avec des champs magnétiques et faire en sorte de fabriquer des torches, comme ça, donc avec un flux de protons, à 1 million de degrés. Vous n'avez plus qu'à déposer en fait toute votre décharge là-dedans, et vous obtenez un plasma avec tous les éléments dissociés. Donc ça,
c'est le futur, c'est ce qu'on doit faire, c'est la révolution qu'on doit faire maintenant si jamais on veut, disons, survivre tous ensemble sur cette planète. Et alors, la nature est vachement bien faite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. C'est toujours bien fait, la nature, puisque l'hélium 3, il est sur la Lune. Donc ça veut dire que si vous voulez, disons, obtenir sur Terre disons, un niveau de vie décent, il faut un programme spatial qui soit ambitieux. Aujourd'hui, il n'y a que les Chinois et un peu les Russes, mais surtout les Chinois qui ont prévu de retourner sur la Lune pour obtenir l'hélium 3. L'Europe, on n'y est pas, donc il va falloir qu'on s'active. Et là, je donne un exemple de ce que la fusion par hélium 3 peut faire. C'est que si vous reprenez le schéma de la torche à plasma, mais que cette fois vous le fermez et vous mettez ça sur disons un objet spatial, ça vous fait une propulsion qui peut faire, en fait, vous faire accélérer beaucoup plus vite. Et Rosetta, au lieu d'avoir, disons, tourné pendant 10 ans, elle aurait tourné, en fait, elle serait allée tout droit pendant 2-3 semaines. Donc c'est-à-dire que là, en plus, avec la fusion sur Terre, vous pouvez considérablement accélérer, disons, la révolution dans le relativement grand, en ayant une maîtrise beaucoup plus grande, en fait, de là où vous envoyez vos robots. Donc c'est vraiment quelque chose qui... Les deux révolutions vont vraiment ensemble. Elles sont indissociables. Et j'ai envie de dire, si on fait le pas dans cette direction, il faut le faire pleinement. Voilà. On ne peut pas, disons, soit il faut le faire, soit on ne le fait pas et on revient en arrière. Mais disons, si on y va, il faut le faire ensemble et pleinement. Voilà, donc moi, je continue à soutenir, en tout cas, avec Solidarité et Progrès, que le nucléaire, c'est non seulement un cadeau de la nature, mais que l'homme qui maîtrise le nucléaire, c'est un encore plus gros cadeau qu'on fait à la nature. Voilà, donc sur ce, au suivant.